Merci beaucoup à nos panélistes. C'était l'intelligence artificielle, bien sûr, solution numérique et intelligence artificielle. Parlant de ça, il est toujours question de TDR. C'est vous qui demandez ce que vous voulez. L'IA qu'il vous faut, les solutions numériques qu'il vous faut. Là, c'est vous qui demandez, c'est vous qui fixez les thèmes de référence et on vous crée l'IA qu'il faut ou bien on vous crée la solution qu'il faut. Mais est-ce que c'est la même chose lorsqu'on parle de l'intelligence économique? Là, c'est le prochain thème, solution numérique et intelligence économique pour la gestion des cliniques. C'est bon? Non, c'est bon. Après, vous allez prendre des photos chez l'autre. C'est bon, monsieur. On est tellement déjà en retard que nous allons aller très vite. Je parlais de solutions numériques et intelligence économique cette fois-ci, qui va être conduit, ce panel, je voudrais dire, par monsieur Benoît Libert. Voilà, monsieur Benoît, je n'ai pas votre CV pour vous présenter, mais c'est sûr, vous allez vous présenter tout à l'heure. On l'accompagne. Merci. Il sera bien sûr accompagné par docteur Yasmine Eissé. Docteur Yasmine, voilà. On l'accompagne également, on l'accueille. Docteur Yasmine qui va seconder monsieur Benoît, voilà, qui nous parlera forcément de quelques outils d'audit stratégique et opérationnel. Là, pour les panélistes, je ne sais pas s'ils sont au nombre, il y a, bien sûr, la CIBADEM, j'espère que je dis bien. Ah, CIBADEM, c'est vous. Merci, monsieur le représentant de la CIBADEM. Deuxième panéliste, c'est Upsilon Consulting. Upsilon, est-ce que le représentant ou la représentante de Upsilon est là? Si non, on continue, ou bien oui? Oui ou non? Upsilon, ok. Bessic, si on a le représentant de Bessic ou la représentante, non. Rofecar, ou bien Rofecar, monsieur le représentant, voilà, on l'accueille, merci. Vous allez passer par là, c'est mieux, voilà. Alors, je pense que ça serait à 4. Tout le monde est là? Non. OK. Ça serait à 4. Voilà. On va parler de l'intelligence économique. Cher monsieur Benoît, à vous. Merci. Vous avez la présentation? Oui. Bonsoir. Je me présente, donc je représente la société Next Level Strategy. Je suis moi-même directeur d'hôpital, comme je le disais tout à l'heure. Ça fait quelques années que je viens au Bénin et que j'essaye de comprendre le système de santé et d'y participer. J'ai eu la chance de travailler à la fois pour des cliniques privées, mais également pour le secteur public. Donc je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est certainement un pont entre les deux et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir le créer. Alors, juste en 2 mots, Next Level Strategy, c'est une société de consultance qui travaille à la fois sur les ressources humaines, sur la gouvernance, sur la stratégie, sur le management. Et nous sommes là pour aider, pour conseiller et pour accompagner. Alors, avant... Juste... voilà. Avant de commencer la présentation, je voudrais juste dire qu'il y a un point qui me paraît important parce qu'on parle tout le temps du manque de moyens et j'entends bien qu'on manque de moyens partout. Il n'y a pas un pays où j'entends pas qu'on ne manque pas de moyens et surtout dans les soins de santé. Mais par contre, je trouve que ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir une vision et de se dire que le manque de moyens ne doit pas me freiner, mais le manque de moyens doit m'aider à chercher des solutions et à réfléchir différemment
pour pouvoir arriver à réaliser cette vision. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de ne pas s'arrêter au manque de moyens, mais au contraire de se dire j'ai une vision et je vais y arriver. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'y aller pas à pas, et je trouve que c'est vraiment hyper important. Si on se contente d'être freiné par les moyens, alors on n'avance pas et on ne fait rien. Alors, je ne vais pas faire aujourd'hui tout un exposé sur l'audit et sur les outils. J'ai essayé de condenser ma présentation par rapport à quelques éléments. Dans les éléments sur lesquels je vais travailler cet après-midi, c'est peut-être rappeler quelques éléments de contexte que je trouve intéressants et utiles. Vous rappelez quelles sont les zones de perte invisibles que l'on a dans les hôpitaux. Et puis parcourir quelques audits, les audits opérationnels, les audits stratégiques, les audits de maturité numérique, faire un lien entre l'IA et la gestion d'une clinique, et enfin conclure. Rassurez-vous, je ne vais pas aller dans trop de théorie, je vais juste essayer de couvrir un certain nombre d'éléments. Alors le contexte, ça rejoint ce que j'ai dit en introduction. Est-ce qu'on parle d'un verre à moitié vide ou à moitié plein? J'ai mis quelques questions en regard les unes des autres. Combien est-ce que je gagne chaque mois? Ça pourrait être une des questions que je me pose à travers mes tableaux de bord. Par contre, ce qui pourrait être plus intéressant, c'est de se dire combien j'aurais pu gagner en plus. Autre question, combien ai-je de patients chaque mois? Autre question en regard de ça, c'est combien de patients est-ce que je perds chaque mois? Et donc, les deux questions qui me paraissent importantes, c'est où se trouvent les dysfonctionnements et quels sont les services qui sont réellement rentables, directement ou globalement. Quand je parle de global, ça veut dire c'est toute la structure en tant que telle. Alors, un petit rappel des zones de perte invisible. On en identifie 6. L'accueil, la facturation, la pharmacie, le biomédical, la gouvernance et les achats. Alors, il n'y a pas d'ordre dans les 6, ça dépend un peu des structures. L'accueil, c'est notamment lors de la prise de contact et de rendez-vous. L'attente, qui fait que le patient ne reviendra plus. Les patients qui sont mal orientés et donc qui finalement sont déçus et ne reviendront pas non plus. La facturation, ce sont les actes non facturés, la mauvaise évaluation des codes de prestation et donc finalement une sous-facturation. Au niveau de la pharmacie, il y a toute la gestion des stocks qui pose souvent problème dans les structures. Au niveau du biomédical, c'est l'entretien, le contraint d'entretien et tout ce qui concerne l'achat du matériel. Au niveau de la gouvernance, ce sont des décisions qui sont prises à l'intuition et on a souvent des visions qui sont peu prospectives. Et enfin, au niveau des achats, c'est toute la problématique de la négociation et de la gestion des stocks. Alors, je pense que, et vous verrez au long de ma prestation, il y a une série de petites phrases que j'ai glissées. Avant d'investir dans des outils, il faut d'abord comprendre où sont les problèmes. Autre réflexion, c'est qu'il faut se focaliser sur comment la clinique peut profiter aux patients et pas comment on profite finalement uniquement d'une prestation. Et donc, le fait de se mettre à la place du patient et de comprendre ses besoins est hyper important. C'est notamment, si on fait un lien avec les grandes sociétés technologiques, ce que font notamment Amazon et des sociétés comme ça, qui ont compris, qui devaient comprendre ce qu'attendaient les clients pour pouvoir améliorer leurs services, faire en sorte que le client soit content et faire en sorte finalement qu'eux gagnent plus d'argent également. Dia. Alors, 3 types d'audits opérationnels. L'audit opérationnel général, l'audit processus et l'audit de performance opérationnelle. L'audit opérationnel, il va se concentrer sur le comment. C'est une analyse en profondeur des méthodes de travail pour identifier tout ce qui est goulot d'étranglement et proposer des recommandations concrètes.
Ces objectifs sont finalement de fluidifier les opérations, de réduire les pertes et d'améliorer l'expérience patient. Un exemple, on peut faire l'audit du parcours patient et là on va analyser l'accueil, le temps d'attente, l'orientation, la prise en charge, les sorties du patient, la satisfaction du patient, et tout l'objectif sera de faire en sorte de fluidifier l'expérience patient. Si on fluidifie l'expérience patient, on rend le patient satisfait et surtout, on fluidifie également notre organisation et on réduit nos coûts. Donc là, il y a un gain à la fois pour le patient, mais également pour la clinique. L'audit des processus administratifs et financiers, ça parlera peut-être davantage à beaucoup de personnes, c'est vraiment l'évaluation qui vise à structurer et à optimiser l'efficacité opérationnelle, garantir la conformité réglementaire et renforcer le contrôle interne. Là aussi, on va analyser les goulots d'étranglement, on va sécuriser les données comptables, on va proposer des axes d'amélioration pour la performance globale de l'entreprise. En Europe, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent comme ça sur les processus avec un système de... Ils sont payés s'ils gagnent de l'argent et ils reçoivent un pourcentage de ce qu'ils font économiser ou gagner comme argent à l'hôpital. On va donc analyser la fiabilisation financière, l'optimisation administrative et également la maîtrise des risques. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est-à-dire qu'on va identifier les faiblesses du contrôle interne et sécuriser les circuits de validation, fournisseurs et trésorerie. J'entends souvent que dans les hôpitaux publics et dans les cliniques privées, qu'il y a toute une fuite de recettes et qu'on ne parvient pas à les trouver. Mais je pense qu'à partir du moment où on analyse bien nos processus et notre organisation, qu'on la fiabilise, qu'on la sécurise, on réduit largement le risque. Alors particulièrement dans ces audits, on va viser la facturation, on va viser les actes non facturés, les pertes financières, la gestion des stocks, la pharmacie et les délais de paiement. Alors souvent donc, les pertes invisibles sont souvent plus importantes que les investissements qui sont manquants. Donc on parle toujours, oui, j'ai pas pu investir dans un scanner, j'ai pas pu investir dans telle ou telle chose. Mais la première chose à faire, c'est d'abord faire en sorte que notre système il soit sécurisé. Et là, on va gagner de l'argent, et là, on va avoir des moyens pour pouvoir investir. Et non pas, obligatoirement, comme beaucoup le font, acheter du matériel et puis se rendre compte qu'ils n'ont pas les moyens. L'audit de performance opérationnelle, c'est une évaluation indépendante et systématique des processus d'une entreprise pour mesurer son efficacité, leur efficience et leur alignement stratégique. On va identifier, là aussi, les goulots d'étranglement, réduire les coûts, améliorer la productivité, enfin, afin de permettre d'optimiser la rentabilité et la satisfaction du client. J'utilise le terme client et patient avec la même acception, tout simplement parce que je pense que le patient est quelqu'un qui doit être au centre et le client est souvent la personne à qui on va rendre le maximum de services pour qu'il nous paye quand il est dans un secteur commercial. Et donc, mélanger les deux concepts, pour moi, est important. C'est donc une analyse de bout en bout des flux de travail, des outils et du pilotage et des rôles de chacun. Rôle et responsabilité, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises lors d'entretiens dans d'autres séquences précédentes, rôle et responsabilité sont le cœur même d'une bonne organisation et d'une belle efficience. On va donc mesurer, par exemple, les taux d'occupation, les temps d'attente, l'activité par service, la productivité, les indicateurs qualité, la rentabilité. Et pour ça, on va utiliser également des tableaux de bord, la BI, l'intelligence artificielle et des données en temps réel. Alors, on doit passer du temps, nous devons passer du temps en tant que dirigeants à élaborer les méthodes de travail et les procédés qui posent des normes d'efficience. Souvent, on délègue ça à des personnes et finalement, on se rend compte qu'il y a une perte d'efficience dans le système, alors que le fait qu'on s'y implique en tant que dirigeant, en tant que DG,
permet de garantir cette vision et cette consolidation. Là aussi, je fais un lien avec les grosses sociétés et de grands patrons comme Jeff Bezos. Ces patrons, on se rend compte qu'ils sont impliqués dans le système. Et donc, ils sont au cœur du système et ils ne se contentent pas de piloter très très haut, mais ils connaissent leur entreprise, ils connaissent les flux et ils connaissent le terrain, ce qui leur permet finalement de prendre aussi les bonnes décisions et d'orienter les bonnes décisions. Les audits stratégiques, il y en a de deux types. L'audit stratégique au sens strict du terme et l'audit dit de gouvernance. L'audit stratégique, c'est donc évaluer la stratégie pour assurer la performance globale et la pérennité de la structure, avec des questions clés assez basiques, mais qui sont importantes. Quels sont les services que je vais développer? Quelle est la spécialité qui est rentable? Où vais-je investir? Et comment va-t-on se différencier d'autres structures? On pourrait mettre également avec qui collaborer, avec qui fusionner, avec qui créer un groupe hospitalier, avec qui finalement créer un réseau de collaboration. Alors là, j'ai pris un outil qui est un outil simple, que l'on connaît, mais qu'on n'utilise pas assez, à mon sens, qui est la matrice SWOT, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité et menace. Et rien que ça permet déjà d'avoir une idée claire de où on veut aller et comment on veut aller. Assortir à ça, ce qu'on ne fait jamais, ou pas assez en tout cas, c'est d'assortir à ça un TOIS. Un TOIS qui est en fait un outil qui va permettre en fait de transformer cette matrice que l'on a, qui nous permet de voir où sont nos forces, faiblesses et opportunités et menaces, en véritable plan d'action concret pour nous améliorer, pour aller de l'avant et pour être beaucoup plus efficace. Alors, quelques questions clés. Quelle est l'identité de la clinique? Quelle est sa spécialité en tant que telle? Quelles sont les spécialités que l'on veut développer? Quelles sont les populations cibles? Comment se différencier d'autres structures? Avec comme finalité, finalement, d'aligner les objectifs à long terme avec les ressources, d'optimiser les performances et de prendre des décisions éclairées et de qualité. Beaucoup de cliniques investissent sans stratégie claire, avec comme conséquence finalement qu'il y a un certain nombre d'échecs à la clé et d'insatisfaction et de frustration. L'audit de gouvernance, lui, va veiller à évaluer la structure organisationnelle et décisionnelle de la structure, de l'hôpital, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle d'une organisation en garantissant l'alignement stratégique et la performance. Là, on va analyser les rôles du conseil d'administration, de la direction, des cadres, les responsabilités et les processus pour renforcer la transparence, la conformité et la pérennité. Depuis ce matin, j'entends beaucoup parler de gouvernance et de problèmes de gouvernance, et c'est typique de ce qu'il faut faire. C'est la première chose pour moi à faire, c'est vraiment analyser la gouvernance de la structure de façon à pouvoir, après, amener une première base de solutions. Là, donc, on va analyser l'organisation décisionnelle, la définition et l'application des rôles et responsabilités. On va revoir les organigrammes, on va revoir la circulation de l'information, on va mettre en place une méthode de suivi d'indicateurs, on va veiller à ce qu'il y ait une coordination entre le médical et l'administratif, on va également mettre en place une gestion des responsabilités claires. Certaines cliniques travaillent beaucoup, mais pilotent peu. Et donc, toujours la même logique. Le problème, c'est où veut-on aller? C'est bien de beaucoup travailler, et je vois qu'on travaille beaucoup, mais si on travaille de façon inefficace ou inefficiente, finalement, on s'épuise. L'audit de maturité numérique, ça fait un peu plus le lien avec ce qu'on a dit tout au long de la journée. C'est vraiment un audit de diagnostic stratégique évaluant le niveau d'adoption des technologies, que ce soit les outils, les processus, la culture d'une entreprise pour orienter sa transformation digitale.
Les objectifs, c'est d'abord de faire un état des lieux de la clinique. Orientation stratégique, la feuille de route pour la modernisation. Avant d'aller vers l'IA, il y a peut-être des étapes préalables. La performance, numériser les éléments qui sont utiles, ne pas vouloir tout faire parce que quelque part ça coûte de l'argent et c'est pas utile. Améliorer sa compétitivité. Et c'est pas parce que c'est pas important que c'est en tout petit dans mon slide. On a donc une nécessité de nouveau d'aligner la stratégie numérique à la stratégie globale. Important, c'est de travailler sur l'organisation de la culture, travailler sur les formations, on l'a dit tout au long de la journée, accompagner le changement, ça c'est également hyper important et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, qu'on ne prépare pas assez et qui fait qu'on se retrouve avec des difficultés ou des échecs. Les processus opérationnels, c'est de nouveau analyser le niveau de numérisation des tâches, voir la correspondance avec les processus clés sur le terrain. La technologie et l'infrastructure, quels sont les serveurs, quel matériel, quel logiciel, les relations expérience client-patient, les sites web, les applis, les outils marketing, et les données de sécurité, ça c'est là aussi fondamental, la gestion des données, la cybersécurité, l'éthique d'utilisation. L'IA et la gestion de la clinique. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des pour, il y avait des contre. Je conseille de lire le point de la semaine qui vient de s'écouler, où il y a tout un dossier sur l'IA, et c'est extrêmement intéressant. Alors, les domaines d'intervention et d'amélioration de l'IA, il y a plusieurs domaines qui recouvrent finalement tout ce que j'ai dit précédemment. L'administration, ça va permettre de faire de la prévision d'activités. Ça va permettre également d'optimiser les rendez-vous, de détecter des anomalies de facturation éventuelles en croisant des données et en croisant toute une série d'informations. Au niveau de la qualité, on va avoir un suivi automatique d'un certain nombre d'indicateurs. On va avoir des alertes sur certains dysfonctionnements. Au niveau de la direction de la clinique, on va pouvoir avoir des tableaux de bord intelligents. On va pouvoir avoir des éléments d'aide à la décision, des simulations stratégiques. Au niveau des patients, si on utilise bien l'IA, de nouveau, on va pouvoir améliorer leur satisfaction, on va pouvoir avoir une communication qui est automatisée et augmenter la fidélisation. L'IA ne va pas remplacer les équipes, mais elle va nous aider en tant que dirigeants à prendre de meilleures décisions et des décisions qui sont proactives et donc qui permettent finalement d'être toujours en avant et pas à chaque fois à essayer de rattraper le temps perdu. Quelques conclusions. Je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un diagnostic clair, d'une feuille de route réaliste, d'outils qui sont adaptés au contexte africain, d'un accompagnement stratégique et opérationnel. Alors juste pour vous dire, dia suivante, c'est que en tant que structure, Next Level peut vous aider et peut en tout cas vous amener un certain nombre d'outils réalistes, puisque quelque part les collaborateurs de Next Level sont des personnes qui travaillent dans le monde hospitalier depuis des années et qui ont, comme vous, connu des difficultés avec un certain nombre de soucis. Voilà, je vous remercie. Et si vous voulez, en savoir plus, ben voilà, il suffit de scanner le petit QR code. Merci. Merci M. Hubert pour cette belle présentation. Nous allons à présent inviter M. Ba Arafat à nous présenter le groupe hospitalier Asibalem. Merci. Bonsoir à tous.
avec le concours de la régie, est-ce que on peut avoir la présentation? Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Je suis Ba Arafat Soubiane, le responsable régional du groupe hospitalier Acibadem pour l'Afrique de l'Ouest. Je dirige le bureau régional du groupe hospitalier basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et on couvre ainsi la zone de la CEDEAO. Alors, ma présentation va s'articuler sur 4 points. Dans un premier temps, qui est Acibadem, de présenter également notre système digital qu'on appelle Cerebral Plus. Comment est-ce qu'on pilote à distance avec notre système de gouvernance centralisée, et aussi mettre en lumière les technologies au service du soin. Le groupe hospitalier Acibadem, ce sont des hôpitaux de référence de 150 à 700 lits chacun, tous interconnectés par le même système informatique. La force aujourd'hui d'Acibadem, c'est que le 29 hôpital fonctionne exactement comme le premier, même protocole, même standard et avec les mêmes données. Nous sommes présents dans 5 pays, en Turquie avec la direction générale. Nous sommes présents également aux Pays-Bas, à Amsterdam, en Bulgarie, Serbie et en Macédoine. Acibadem, c'est plus de 65 000 collaborateurs. Et vous comprenez avec moi que coordonner 65 000 personnes, le recrutement, la formation, l'évaluation, la paye, c'est impossible sans outils digitaux. C'est pourquoi la transformation numérique n'était pas une option pour Acibadem. C'était une nécessité au service organisationnel. En 2021, l'année du Covid, pendant que beaucoup d'hôpitaux perdaient des revenus, Acibadem maintenait son activité grâce à sa télémédecine et ses dossiers patients numérisés. Le digital était pour nous une assurance de résilience. Acibadem également, c'est plus de 50 000 patients internationaux. Ces patients viennent de 96 pays, dont plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et bien évidemment le Bénin également. Acibadem appartient au groupe IHH, coté à Kuala Lumpur et Singapour, l'un des 3 premiers groupes hospitaliers privés mondiaux. Cela nous donne accès à des technologies et investissements à l'échelle mondiale. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. En 1995, Acibadem a compris que la santé ne commence pas à l'hôpital. Nous avons créé des cliniques satellites qui orientent les patients vers le bon niveau de soins. C'est déjà de la gestion des données patients à grande échelle. En 2002, nous avons mis sur pied un call center. C'était une révolution qui permettait la traçabilité de chaque appel, chaque conseil médical, chaque orientation, la base d'un système d'information patient centré. Aussi en 2003, nous avons eu un partenariat avec Harvard pour ainsi aligner les protocoles d'Acibadem sur les meilleurs standards mondiaux et ainsi pouvoir légitimer le groupe sur la scène internationale. Et en 2005, on a eu à certifier notre premier laboratoire en Turquie avec l'ISO 15189. Cette norme nous a garanti la fiabilité des résultats d'analyse, la qualité digitale,
pour des données fiables en amont. En 2007, Acibadem Université a vu le jour avec une université de sciences de la santé pour ainsi maîtriser toute la chaîne de valeur, de la formation à la pratique. Les médecins formés par Acibadem connaissent les outils digitaux du groupe dès leur cursus. En 2012, autant pour moi, Acibadem nous avons eu l'accréditation FIFA avec un niveau d'excellence reconnu au niveau mondial pour permettre d'attirer des patients sportifs de haut niveau. Et le plus important peut-être ici, en 2015, c'était le tournant décisif du groupe hospitalier Acibadem. Acibadem a créé sa propre filière technologique qu'on appelle Acibadem Technology pour développer Cerebral Plus en interne. Alors, pourquoi cela? On a compris tout simplement, souvent, les logiciels du marché ne pouvaient pas correspondre exactement à notre besoin. Et cette décision qui fait toute la différence aujourd'hui. Et le prochain slide, s'il vous plaît. La transformation digitale du groupe hospitalier Acibadem repose sur un pilier que tout à l'heure j'avais expliqué, le cérébral. C'est un système entièrement développé en interne par notre filiale technologique. Je dis en interne, c'est pas anodin. La plupart des hôpitaux achètent des logiciels à des étudiants extérieurs. Et souvent, comme je l'ai dit, ne pouvaient pas comprendre pas forcément la réalité du terrain. Donc c'était ce choix. Et ainsi, ça a permis les logiciels hospitaliers qui coûtent peut-être des millions, prennent des années à implanter et ne correspondent pas aux besoins. Acibadem a décidé d'investir sur ses propres ingénieurs. Et aujourd'hui, grâce à ça, on a un hôpital identifié qui identifie autant pour moi nos problèmes, les besoins, et voilà. Au niveau du Cerebral Plus, à n'importe quelle solution, par exemple, nous a permis, par exemple, de mettre sur pied des transferts bidirectionnels des données. Cela signifie, par exemple, que si votre clinique a déjà un logiciel de gestion financière, Cerebral Plus peut s'y connecter sans tout remplacer. C'est important pour, par exemple, des hôpitaux africains qui ont des systèmes en place. Je vais vous expliquer le système de Cerebral Plus en 6 modules. Déjà, au niveau de l'hôpital, c'est 0 papier. L'objectif ultime de Cerebral est simple, éliminer le papier de l'hôpital, chaque prescription, chaque résultat d'analyse, chaque compte rendu opératoire, chaque facture, tout est numérique, traçable et sécurisé. Prochain slide, s'il vous plaît. Au niveau de la gestion des patients, par exemple avec la gestion des rendez-vous, chaque médecin voit son agenda en temps réel. Le patient reçoit un SMS de rappel automatiquement 24 heures avant le rendez-vous. Si une consultation est annulée, le créneau est immédiatement disponible pour un autre patient. Résultat, dans le groupe hospitalier Acibadem, on a réduit les no-shows, c'est-à-dire les absences non signalées, de plus de 30%. Au niveau, par exemple, de la gestion des lits, savoir en temps réel combien de lits sont disponibles, dans quel service, avec quel niveau de soins, c'est une information stratégique et critique. Et grâce à cela, ça nous permet d'accepter ou de refuser, par exemple, des admissions urgentes en connaissance de cause, ou bien d'optimiser les transferts entre services et les situations de saturation. Aussi au niveau de l'enregistrement et de transfert, quand un patient passe des urgences à la chirurgie, puis à la réanimation, chaque transfert est enregistré instantanément. Le médecin qui prend en charge voit immédiatement tout ce qui se passe avant même
de perdre d'informations par rapport à cela. Et au niveau de la sortie d'hôpital, la sortie est automatisée, la facture est générée depuis les acteurs anciens tout au long du séjour, le compte rendu médical est envoyé directement au médecin traitant et aux patients. Nous disposons également d'une assistance au niveau de nos laboratoires. Un résultat mal saisi, par exemple, ou bien un échantillon mal identifié, un rapport qui tarde, ce sont des erreurs médicales potentielles. Mais avec, par exemple, le Lab Assistant, ça ferme ce cycle de bout en bout. On peut également enregistrer de l'échantillon à la prise de sang ou bien au niveau du prélèvement. Un code barre unique est généré et collé sur le tube. À partir de là, l'échantillon est tracé à chaque étape et une fois reçu au labo, ça analyse, ça valide et ça archive également les résultats. Et il y a une possible de confondre, et c'est impossible de pouvoir confondre les résultats, par exemple, de deux patients. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons une plateforme, le patient en ligne, c'est la réponse d'Ajibadem à une attente universelle. Les patients qui veulent gérer leur santé comme ils gèrent par exemple leur banque pendant ou bien leur voyage depuis leur téléphone. La prise de rendez-vous en ligne est possible et ça se fait en 24 heures sur 24. Si nous admettons un patient en salle d'opération, sa famille reçoit des notifications sur l'avancement de l'intervention. Également, il y a un accès au rapport. Le patient peut consulter ses résultats d'analyse, ses comptes rendus, ses ordonnances directement depuis son téléphone. Et l'application en ligne, c'est une application avec le système Android et également sur le système iOS. Nous avons mis sur place également un système qu'on appelle la plateforme Astor. Par exemple, au niveau de la rupture des stocks de médicaments ou de matériel médical, c'est l'un des problèmes rencontrés souvent dans le milieu hospitalier. Et pour interrompre cela, nous avons mis sur pied ce système. Donc, chaque médicament est dispensé à un patient et c'est stocké et automatiquement mis à jour. Nous avons aussi le Patient Relationship Management qu'on appelle le PRM chez nous. Et c'est le module le moins visible, mais le plus stratégique dans notre groupe. Le PRM gère la relation avec le patient sur le long terme, avant, pendant et son séjour. Nous avons un centre d'appel intégré. Quand un patient appelle, l'opérateur voit instantanément son dossier, ses antécédents, ses dernières consultations, ses références. L'appel est tracé, enregistré et analysé, ce qui permet ainsi de ne pas perdre une information. Après chaque consultation, après chaque acte médical, une fois la personne est à la maison, nous avons des enquêtes de satisfaction que nous envoyons 24 heures ou 48 heures après chaque consultation. Ainsi, le patient reçoit un questionnaire et les résultats sont aussitôt visibles dans le tableau de bord de la direction. Et enfin, au niveau de la gestion des patients internationaux, par exemple au niveau du bureau d'Abidjan, nous nous appuyons fortement à ce niveau. Le PRM gère les dossiers en plusieurs langues, coordonne le séjour des patients venant de l'étranger, communique avec les assurances, la famille. C'est l'outil qui est géré par plus de 260 collaborateurs pour les différents patients internationaux qui arrivent dans notre groupe hospitalier. Le slide suivant, s'il vous plaît.
Au niveau de la gouvernance ici, le système est piloté depuis le siège. Nous avons une plateforme e-learning unique qui permet par exemple à des infirmiers qui se trouvent peut-être en Macédoine dans l'un de nos hôpitaux et un médecin peut-être en Bulgarie de suivre exactement la même formation sur les nouveaux protocoles. La qualité ne dépend pas du pays, mais elle s'uniformise directement. Et au niveau financier, chaque soir, peut-être le directeur financier du groupe peut voir en temps réel les revenus, les coûts et les marges de chacun de nos 29 groupes, de notre 29 hôpitaux. Au niveau de l'achat, un seul hôpital, par exemple, a du mal à négocier avec tous les prestataires et en achetant pour 29 hôpitaux simultanément, on obtient des remises souvent pouvant aller entre 20 à 40% sur les matériels médicaux et les médicaments. Et cette économie est rendue possible uniquement par la centralisation digitale. Aussi, on reçoit en moyenne, on passe en moyenne 8500 appels patients par mois. Une équipe dédiée rappelle chaque patient après sa consultation, pas pour faire peut-être de la publicité, mais pour identifier le problème. Si un patient signale une mauvaise expérience, et aussitôt une action est prise dans ce sens. Le slide suivant, s'il vous plaît. Nous disposons également d'une télémédecine et de soins à domicile avec Ajibadem Mobile. C'est une entreprise entière dédiée aux soins hors des murs de l'hôpital, où 600 professionnels se déplacent chez le patient ou le consultent par vidéo. Les données remontent instantanément dans le Cerebral Plus. Pendant le Covid, nous avons eu à utiliser énormément cet outil. Nous disposons également des chirurgies robotiques que nous opérons souvent, la plupart du temps. Par exemple, avec le robot Da Vinci, ou des toutes petites incisions guidées par la main du chirurgien. Résultat, par exemple, moins de douleur, moins de saignement, récupération 2 fois plus rapide. On a eu à Ajibadem, on a eu à faire plus de 1118 chirurgies par an, soit à peu près 15% de toutes les chirurgies robotiques réalisées en Turquie. Nous avons également le MRI, l'INAC, qui va plus loin. Il irradie une tumeur avec une précision millimétrique, tout en visualisant sa réponse en temps réel par IRM. Et même si le patient bouge à ce niveau, le faisceau s'adapte automatiquement. Et le plus important, nous disposons d'un centre de simulation des cas. Donc c'est un investissement le plus visionnaire d'Ajibadem, où 125 000 médecins et infirmiers formés depuis 2013, pas en salle de cours par exemple, mais dans des blocs opératoires virtuels sur des mannequins haute fidélité en réalité virtuelle. Le slide suivant, je pense que c'est... Voilà. Nous travaillons, comme je l'ai dit en introduction, avec les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, le Burkina Faso, où nous avons des conventions. Nous recevons également des patients qui viennent de ce côté pour des cas de cancérologie, de cardiologie, également des chirurgies. Nous travaillons avec les assureurs, les services médicaux d'entreprise, lorsqu'une évacuation est nécessaire, ou bien lorsqu'un accident grave intervient, ou bien un cancer est diagnostiqué.
ou bien une urgence cardiaque, Ajibadem peut mobiliser un avion médicalisé et accueillir le patient directement en soins intensifs. Le temps de réaction qui est critique, et ça facilite cela. Nous disposons de coopérations institutionnelles avec plusieurs pays, à l'instar par exemple de la Côte d'Ivoire et du Cameroun également. Souvent nous organisons des séminaires médicaux où nos spécialistes qui viennent de la Turquie, en partenariat avec nos hôpitaux locaux pour faire des campagnes de consultation. Et à ce titre, hier également, il y avait une campagne qu'on avait eu à faire ici à Porto Novo, au Bénin. Oui, c'est le dernier slide. Voilà. OK. Donc, pour ainsi résumer, le digital hospitalier n'est pas réservé aux pays riches ou aux grands groupes. C'est un outil de survie pour toute institution qui veut offrir des soins de qualité dans un environnement compétitif. Ajibadem n'est pas un exemple théorique. C'est la preuve vivante qu'un seul système d'information, à l'instar de Cerebral Plus, peut piloter 29 hôpitaux avec les mêmes standards. Ce qui existait pour nous il y a 30 ans comme un défi est maintenant une réalité quotidienne. Et notre équipe qui couvre la zone de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes là avec, par exemple, lors des projets de complexes pour référer, ou bien pour des projets de formation, ou bien pour structurer les groupes hospitaliers. Donc c'est ça. En principe, on avait une petite vidéo, mais je pense que le temps ne nous permettra pas de se faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Rumpati. Oui, c'est bon. Monsieur Rumpati nous présentera Epsilon Consulting en 10 minutes. Monsieur Atinegla, est-ce que vous pouvez passer le temps que le problème technique ne soit réglé? Ok. Ah, c'est la même chose. Vous avez votre présentation là-bas? D'accord, ok. Donc, Monsieur Atinegla nous parlera de Rovcare. Je peux laisser ça là ou je... Bonsoir tout le monde. Bon, je reconnais que ce n'est pas évident de passer en fin de panel, tout le monde est un peu épuisé, donc je vais essayer d'être le plus chirurgical possible. Aujourd'hui, chacun de nous dans cette salle peut commander un taxi, un Gozem, gérer sa banque depuis son téléphone, mais on peine tous, autant les cliniques que les patients, à avoir un dossier patient électronique partagé fluide. C'est de là qu'est née la plateforme Rovcare, une plateforme moderne de SIH comprenant un dossier patient électronique partagé pensé pour digitaliser de bout en bout les établissements de santé pour vous et avec vous. Voici de façon succincte le programme. Je vais passer sur le constat, diapo suivante. Le constat, le contexte. En effet, le contexte, vous le connaissez mieux que quiconque, mais il y a quelques réalités qui reviennent. L'attente moyenne des patients qui est très longue, généralement 45 minutes, un tiers des informations qui sont dispersées, les examens qui sont refaits, et la visibilité en temps réel, il y a carrément 0% de visibilité en temps réel.
C'est quoi Healthcare? Healthcare, c'est tout votre hôpital dans une seule plateforme, un dossier patient, les consultations qui sont gérées via un dossier vivant, ordonnance électronique, codification des actes, l'hospitalisation, la gestion des lits, l'admission, les sorties et un plan de soins intégré, la pharmacie, le labo, la facturation et le pilotage. Donc là, ensuite, comme vous pouvez voir, nous avons 12 modules tous connectés. Nous avons un module sur le dossier patient, les ressources humaines, l'hospitalisation, un module sur la réception, la consultation et la facturation, mais également un module sur les tableaux de bord et les analyses de données. De façon pratique, Healthcare vous offre 6 bénéfices concrets pour la direction de la clinique. Vous avez un dossier unique patient, toute l'histoire du patient en un seul clic, qui est coordonné par l'identifiant unique. Ici au Bénin, nous avons le NIP par la NIP. Donc, pour éviter les duplications, le patient sera enregistré aussi bien avec son nom, mais avec l'identifiant unique. Et vous pourrez retrouver aisément le patient. Donc, étant donné que c'est un outil d'intelligence artificielle clinique et économique, vous pourrez voir les alertes, codifier les cas et détecter les anomalies. En termes de sécurité, cette plateforme a un chiffrement bout en bout, une traçabilité et un accès par rôle. Et nous sommes dans un processus de mise en conformité avec l'APDP au Bénin pour éviter des problèmes de partage de données et de conformité des données personnelles. C'est une plateforme unique qui réunit plusieurs modules et qui permet un pilotage en temps réel et un reporting normé au travers de tableaux de bord. Cette plateforme part du rendez-vous jusqu'au suivi. Donc, il y a le rendez-vous qui est fait déjà avant que le patient ne vienne, un dossier qui est ouvert très rapidement, un dossier qui est vivant et un suivi qui continue même à distance. Donc, vous avez un portail patient, un mobile clinicien et il y a le cockpit direction pour la partie qui est directement pour le directeur de la clinique ou de l'établissement de soins qui peut voir les tableaux de bord à distance, qu'il soit là ou pas, de ce qui se passe. De façon pratique, lorsque nous sortons d'ici, nous sortons d'ici avec un programme dédié. Nous vous proposons déjà en premier lieu de faire un audit, un diagnostic de maturité digitale qui sera livré sous 7 jours et qui est totalement offert. Après, il y a un pilote de 30 jours qui n'inclut aucun engagement, un module clé qui est déployé chez vous, vous le pilotez, ensuite on l'évalue et vous aurez un tarif préférentiel avec des conditions exclusives pour les membres de l'ACPB. Ensuite, tout ça, la formation des soignants est bien entendu comprise et un support dédié à Cotonou. À la fin, en 6e point, nous avons mis un co-road mapping avec Healthcare, les cliniques privées et le CA de l'ACPB. De manière globale, ce que nous proposons, c'est une approche agile qui est basée sur la co-création. L'écosystème de la santé digitale, surtout en Afrique, est assez complexe parce que souvent, des solutions sont développées par des informaticiens, par des développeurs et qui sont imposées aux soignants. Donc, à Healthcare, ce que nous avons fait, c'est un choix différent. C'est parti de l'existant parce que nous avons déployé cette solution déjà en RDC avec une quarantaine de cliniques. Donc, nous voulons partir de l'existant, co-construire avec vous une plateforme qui est adaptée aux réalités africaines, pleinement adaptée et évaluer au fur et à mesure et tout, prendre vos besoins. Et nous sommes très flexibles, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous allons faire une démo de 2 minutes très rapidement. Merci. Bonsoir à tous. Vous arrivez à voir mon écran? C'est bien lisible? Non, ça ne va pas. Un instant, s'il vous plaît.
Ne vous fâchez pas. Bon, c'est pas trop visible, mais ça va aller. Voilà, je suis là pour quelques minutes. Je suis Christian Cassé, je suis ingénieur en informatique appliquée. Nous avons parlé de Rovcare, nous avons entendu beaucoup de solutions qui proposent la numérisation des services, mais je vais beaucoup plus m'attarder sur la numérisation des services ainsi que l'écosystème entier de l'hôpital. L'objectif premier n'est pas seulement de numériser le papier, mais de permettre à ce que chaque spécialiste dans son domaine ait la fiche de consultation qui lui concerne. Ici, je vais parler par exemple de... Voilà, nous avons... ça va pas. S'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, là, je peux voir chez moi. Voilà, je parlais du dossier patient, on nous a déjà parlé de cela. Si je prends l'exemple de cette personne ici, qui est par exemple Uril, ici je suis dans le dossier du patient, je me porte comme un médecin. Nous avons réglé un problème sur l'enregistrement compacté des informations. Ici, par exemple, je suis dans l'anamnèse, je peux enregistrer les informations. Nous avons intégré un nombre important des éléments d'interopérabilité, notamment la classification internationale des maladies. Si je prends l'exemple ici, par exemple, j'écris CMA-PALU, vous verrez que j'aurai les informations liées au paludisme. Je vais explicitement écrire HTA pour que nous puissions voir l'hypertension. Pourquoi je l'ai fait? Parce que la journée, j'ai entendu une personne dans la salle, j'aimerais bien qu'il soit notre prochain partenaire, pour que nous puissions travailler sur ceci. Cet élément ici, nous avons essayé un peu de travailler sur le problème que le médecin trouve lorsqu'il travaille, et qu'il y a certaines informations sur la classification internationale qui ne sont pas dans notre langage courant pour le médecin. Voilà, nous avons la partie de la prescription médicale. Le médecin peut faire sa prescription ici, la prescription ira à la pharmacie et la personne peut payer. La même chose pour l'examen du laboratoire. Il peut demander les examens. Le système est conçu à être modulable afin que vous pouvez créer un groupe des examens. Aujourd'hui, au lieu que vous puissiez cocher un seul examen, vous pouvez créer un groupe d'examens. Nous savons tous que tous les actes posés à l'hôpital font partie de la facturation et ce sont les éléments qui seront liés dessus. Les derniers éléments, je vais vous parler sur la numérisation du système de grossesse parce que c'est parmi les éléments qui sont très importants. Au-delà, ça c'est seulement l'unique point des spécialités que je vais vous parler, par exemple la fiche de consultation prénatale. Vous pouvez gérer la fiche de consultation prénatale, mais aussi les pactogrammes. Parce que, comme je l'ai dit au début, l'objectif n'est pas assez que vous puissiez seulement enregistrer les informations, mais que vous puissiez avoir le papier que vous avez chaque jour. Ici, nous ne sommes pas en train de vous amener une nouvelle science. Mais nous prenons le papier que vous avez, nous le mettons dans les systèmes et que vous avez les mêmes informations. Vous aurez l'impression de naviguer comme avec un stylo et quand vous enregistrez les informations, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle formation. Et aussi, en dernier lieu pour finir, vous me direz, mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons mis en place les sandbox. Donc, je suis, si vous avez vu au-dessus là, dans l'hôpital de démonstration. Ça permettra que chaque médecin, infirmier à l'hôpital, il peut avoir le temps de s'améliorer dans les systèmes, de découvrir l'outil et non aller dans les dossiers du patient. Parce que vous ne pouvez pas aller dans le dossier du patient juste pour découvrir quelque chose, mais vous avez cet outil pour vous puissiez analyser. Nous accompagnons les hôpitaux en République démocratique du Congo sur la couverture santé universelle et nous avons un nombre important d'éléments que j'aimerais vous présenter, mais je sens que vous êtes un peu fatigués. Mais à la fin, je serai là, j'aimerais bien que nous puissions parler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes restés dans le temps. Donc, monsieur, il est là. Monsieur Rompati peut prendre la relève.
Bonsoir à tous. Étant donné que nous sommes un peu pris par le temps, donc on va nous passer de la présentation PowerPoint et aller directement dans le vif du sujet, si la machine arrive à démarrer ici. Donc, les difficultés liées à la digitalisation hospitalière ne nous sont pas étrangères, hein. Nous les connaissons, toutes ces difficultés-là. Et c'est là que naît Takarda MRS, qui est une solution, qui est un système basé sur un standard international qui est reconnu par l'OMS. Et nous représentons cette solution-là ici au Bénin. Donc dans Takarda MRS, nous intégrons la facture normalisée, nous intégrons la gestion des assurances, ainsi que tout ce qui est parcours patient. Ah, merci. Ça lâche un peu. Je ne sais pas pourquoi. Très bien. Donc, en quelques minutes, on va présenter Takarda MRS. Alors, je vais me connecter à notre serveur de test et je vais pouvoir projeter. Oui, merci. On est quand? Pas encore. Non. Ok, je me connecte. Ok, très bien, c'est bon, je peux brancher. Ok, très bien. Ok. Ok. Ah, d'accord. Je vous mets ça. Ah, mais c'est très petit là. Ok. Ah non, Linux. Linux. Ah ok, sauf que moi je vois plus là.
Ok, d'accord, très bien, très bien, très bien. Donc on peut passer aux questions d'abord. Ok, d'accord. Voilà, voilà, très bien. Voilà. Je remercie les différents intervenants pour leur présentation et pour la qualité des présentations et je tiens à faire remarquer la pertinence et l'importance de ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, et faites-nous plaisir, au moins une question là dans le fond, oui. Une deuxième avec le docteur Mousset. Allez-y, madame. Bon, merci pour les présentations. Ma question est pour le logiciel de gestion des cliniques qui a été présenté par Monsieur Cassé. Et elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous produisez les informations comptables avec votre logiciel ou est-ce que vous êtes compatible avec les logiciels comptables qui existent aujourd'hui, à savoir Sage, Perfecto ou Hypersoft? Et une deuxième question, c'est que si aujourd'hui on décide d'adopter une gouvernance des données de santé pour dire on doit suivre tel format pour les catalogues de données, est-ce que votre solution aujourd'hui est assez modulable ou assez flexible pour intégrer ces nouvelles directives qui risquent d'arriver dans pas longtemps? Merci. D'accord, merci beaucoup pour la question, s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous avez posé des questions. La première question liée au transport d'informations comptables venant des actes, comme je l'ai dit, qui sont du côté de la facturation, si j'ai bien compris. La deuxième étant liée à l'interopérabilité, c'est ça? Vous pouvez reprendre alors si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Voilà, vous avez dit la première question, c'est le logiciel comptable. Voilà, la génération des écritures comptables, est-ce que c'est possible aujourd'hui, même si ce n'est pas selon la norme OHADA ou autre norme, est-ce que c'est possible aujourd'hui où on aura toujours ce même problème-là avec votre logiciel de gestion des cliniques? Voilà, si, nous avons implémenté cette partie pour la norme. Nous avons d'abord implémenté la norme OHADA dans la plateforme. Ça permet à ce que lorsque nous enregistrons les actes, comme je l'ai dit au début, il y a toutes les écritures qui sont mises en place pour gérer la facturation comme une entité à part. Le médecin, de son côté, il vous pose l'acte de la consultation qui coûte 12 000. Mais à la facturation, on sait déjà que cet acte est lié à tel service pour ce qui est toutes les références qui sera fait partie de ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons aussi mis en place des API de communication et aussi nous avons pas encore intégré Sage en soi, mais nous avons intégré un nombre important de logiciels. Déjà, Sage, c'est déjà bon, il a un API public, donc on peut l'intégrer en tout moment. La deuxième question, c'est lié à... On a parlé de standardisation des normes, fait tout ce qui est gouvernance des données, des données de santé. Si aujourd'hui on dit ok, il faudrait que toutes les applications de gestion des cliniques ou de dossiers clients respectent cette nomenclature-là, est-ce que votre solution, elle est assez modulable ou flexible pour accueillir cette nouvelle règle-là où une fois c'est venu, on va laisser développer autre chose? Attends, je reviens. Oui, nous avons implémenté parmi les éléments d'interopérabilité les HL7, mais aussi les FHIR. Ce sont des éléments qui sont même en test en République démocratique du Congo, parce que nous travaillons avec l'Agence nationale d'ingénierie clinique qui, pour son cas, avait besoin à ce que... Il avait le même problème comme on est ici au Bénin, où nous avons différents SIH
Mais il y a besoin qu'il y ait un numéro unique d'identification. J'ai donné l'exemple d'une femme enceinte. Une femme enceinte qui a suivi sa CPN dans telle structure et qui se trouve à accoucher dans une autre structure. On a besoin de voir son parcours, comment elle évolue, afin que sa prise en charge soit bien faite. Ces éléments-là, nous avons déjà intégré cela. Et en dernier lieu, en ce qui concerne le diagnostic, c'est un pays public de l'OMS, nous l'avons déjà intégré. Vous pouvez ajouter? Non, juste en une minute pour compléter. En fait, de manière globale, c'est une approche agile et de co-création. L'opportunité, c'est qu'on est encore ouvert à la possibilité de modifier. Donc, on ne va pas prendre ce qui a été fait en RDC et juste venir déployer ici, mais on peut toujours discuter et pouvoir modifier ça, mais standardiser selon les standards. L'autre chose, c'est qu'on est aussi dans un écosystème digital qui évolue très très vite au niveau du Bénin. Donc, aussi bien avec la CIN qu'avec la DSI et tout, on mettra en place des systèmes qui pourront permettre de pouvoir être vraiment aux normes. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de l'APDP. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est vraiment... C'est vrai, on parle et tout, mais il n'y aura aucun SIH qui sortira d'ici s'il n'y a pas la protection des données à caractère personnel. Parce qu'il suffit qu'un seul client aille se plaindre du fait que ces données se sont retrouvées hors du cloud et là, on aura tous des problèmes. Or, moi, je ne veux pas me retrouver demain à la criée tout quelque part. Donc, merci. Merci. Dr Moussé. Merci beaucoup. Merci au modérateur, à la modératrice, Monsieur Libert. Monsieur Libert, étant donné que la solution numérique intelligente doit nous amener à une feuille de route, et quand je me rappelle aussi de la préoccupation du monde médical éco-sensible, l'hôpital vert, comment nous pouvons arrimer tout ça pour consommer moins dans le choix même du système informatique, dans le choix de tout ce qui consomme beaucoup, parce que nous sommes quand même à une période compliquée, peut-être que c'est une question un peu délicate, mais j'aimerais vraiment avoir ton point de vue dessus. Et encore une fois, merci de continuer à nous soutenir. Mais Acibadem ou Agibadem, parce que je ne sais pas si j'ai un problème auditif, je sais que j'ai des ORL éminents dans la salle. De temps en temps, j'entends Agibadem. Je ne sais pas si c'est une hypoacousie bilatérale, mais je vais avoir vraiment une précision. Et puis pour terminer, les 29 hôpitaux sont où? C'est en Turquie, en Macédoine, aux Pays-Bas, je ne sais pas, Serbie, 5e pays, j'ai oublié. Vous pouvez nous apporter ces précisions. Merci. Merci, docteur. Comment faire un choix? Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Hein. La première chose à faire, c'est d'abord de fixer clairement le diagnostic de où on veut aller et des étapes vers lesquelles on veut aller. Et à partir de là, de dresser un cahier des charges. Un cahier des charges qui doit être suffisamment complet et qui doit correspondre à ce que l'hôpital, la clinique, veut devenir. Et je pense que ça, malheureusement, on ne le fait pas assez. On ne fait pas assez le diagnostic. Hein. On est dans le monde médical, mais potentiellement, on ne fait jamais l'anamnèse de l'hôpital, on ne fait jamais le diagnostic. Comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes voies de diagnostic qui sont possibles. Et fort de ce diagnostic, alors à partir de là, on va commencer à poser un cahier des charges et un choix potentiel auquel devront répondre les entreprises. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises nous proposent des logiciels. On trouve la présentation sympa, on trouve que ça répond en partie, d'après la discussion, à ce qu'on attend. Mais ce qu'on n'a pas fait en amont, c'est d'abord de poser nos besoins par rapport à qui on est aujourd'hui et à qui on veut devenir demain. Et cette notion de cahier des charges est fondamentale et d'ailleurs obligatoire maintenant, notamment en Belgique, tout simplement parce que ça permet véritablement de poser nos choix de façon objective et correcte.
et pas se laisser juste influencer par la dernière présentation qu'on a reçue. Et sur base, alors, après, d'une réponse qu'on fera par rapport à ce cahier des charges, on aura une grille d'analyse qui nous permettra d'objectiver notre choix et qui nous permettra de faire en sorte que le choix sera un choix, non pas un choix de cœur, mais un choix de raison qui répond à des critères bien définis, qu'on a définis bien en amont et qui permet finalement d'avancer. Alors, il ne faut pas non plus se coincer dans quelque chose qui est trop carré et qui nous empêcherait de voir des solutions potentiellement évolutives, mais c'est important de fixer cette feuille de route et ce cahier des charges de base sur base de notre stratégie et de notre réflexion. J'ai répondu à la question ? Hôpital vert. Vous parlez d'hôpital durable ? Oui. Alors ça, c'est aussi un élément qui me tient fort à cœur, parce que quelque part, l'hôpital durable est quelque chose qui est important, parce qu'on parle là aussi de santé pour la population, on parle de bien-être, on a parlé tout à l'heure de bienveillance, mais là aussi, il y a des actions à prendre et des actions qui sont simples et qui permettent là aussi de faire en sorte d'avancer positivement avec des choix, mais des choix qui sont durables. Là aussi, on croit toujours que ça coûte plus cher. Au total, quand on fait tout à l'heure, on a parlé de retour sur investissement pour faire un choix de logiciel. Mais quand on fait le retour sur investissement en direct et en indirect, on se rend compte que faire des choix et des choix durables, c'est important. On soigne des gens, il faut avoir une certaine logique, une certaine cohérence, et surtout penser que faire de l'argent, c'est bien, mais faire de l'argent de façon positive, intelligente et surtout orientée vers un futur et le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est important. Et notamment, je pense que dans le choix des outils, dans le choix de notre stratégie, il y a nécessité à réfléchir. Il y a nécessité à réfléchir à des outils qui sont connectés et connectés de façon intelligente. Ça ne sert à rien d'avoir une Formule 1 si on est capable uniquement d'avoir les moyens de piloter une 2 chevaux ou une Dacia. Mais par contre, on peut se dire qu'on va avoir une Dacia dans un premier temps, et puis on va avoir une BMW, et puis on passera à la Bentley, et puis peut-être qu'un jour, on aura les moyens de piloter une Formule 1. Mais viser la Formule 1 directement, alors qu'on n'a ni les moyens, ni la capacité physique de le faire, ça ne sert à rien. Par contre, se dire qu'un jour, j'aimerais bien piloter la Formule 1, et que j'ai différentes étapes pour y arriver, je pense que ça, c'est la bonne démarche. Et il ne faut pas oublier que c'est parce qu'un certain nombre de gens rêvent que le monde change et évolue avec des solutions positives. Et il faut continuer à rêver, et il faut continuer à concrétiser nos rêves de façon pragmatique, mais il faut être aussi en capacité de rêver, et ça me paraît extrêmement important. Je vous cède la parole. Oui. Ok, merci docteur. En principe, c'est Acıbadem. C'est la prononciation. Parce que le C en turc, ça se lit J. Donc c'est par facilité de lecture qu'on dit Acıbadem pour la communication. Ok. Maintenant, les 29 hôpitaux, nous avons 25 hôpitaux en Turquie. 25. Ok. Maintenant, les 4 autres, c'est aux Pays-Bas, en Serbie, Bulgarie et en Macédoine. J'espère avoir répondu à votre préoccupation. Merci. Oui. Il y a également, je voulais parler d'une innovation technologique. Il y a un frère africain, un béninois, au nom de M. Bertin Naoum, qui est le fondateur de la société MedTech, la technologie médicale robotisée ROSA. Nous utilisons sa technologie. On a eu à l'utiliser et je pense que c'est une belle innovation qui mérite d'être saluée pour un Africain de surcroît, un Béninois comme nous sommes présentement aujourd'hui à Cotonou. Et je pense que ça mérite également un petit applaudissement. Merci.
Voilà. Avant de conclure, il restait la présidente. Oui. Mais en attendant, monsieur peut déjà monter sur la scène, comme ça on gagne du temps. Oui. Merci. Ma question, c'est pour Acibadem. 25 hôpitaux en Turquie, 4 en Europe. C'est quand le prochain hôpital en Afrique de l'Ouest? Quand et où? Quand et où, point d'interrogation. Nous sommes ouverts à des partenariats. Ce sont des coopérations entre les pays. Ce ne sont pas des choses en fait qu'on peut échanger ici. Mais sinon, on a eu, il y a un travail qui est fait dans ce sens. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un travail qui est fait dans ce sens. Mais quand est-ce que ça va se réaliser? Point d'interrogation. Mais on espère, vu qu'on essaye de s'élargir avec nos différentes conventions avec les pays africains, qu'un jour, ça peut être possible. Je complète, mais il n'y a pas de problème. Le point, c'est qu'il faut quand même pouvoir faire un point. Combien d'évacuations sanitaires sont faites vers la Turquie à partir de nos pays? Est-ce que ce ne serait pas plus économique? Vous construisez un hôpital ici, soit les experts viennent, ils forment ici, c'est un hôpital à Acibadem, pourquoi pas? On gagne, tout le monde est gagnant. La question est intéressante. La question est intéressante, mais il y a pas mal d'enjeux qui entrent ici. Pardon? Oui, je m'excuse. Et pour Acibadem, moi je suis revenu d'Istanbul il y a un mois. Et quel est le rapport ou les relations entre Acibadem et ISA International? ISA International. Vous connaissez? Non. Bon, il peut enrichir parce que c'est mon collègue également. Bonjour tout le monde. Alors, ISA International, c'est aussi un groupe hospitalier privé. Acibadem aussi est en elle-même un groupe hospitalier privé. Donc, c'est deux, je vais dire, cliniques différentes. Il n'y a pas de relation entre nous. Moi, je suis parti parce que invité par ISA pour visiter les possibilités. Je sais qu'il y a beaucoup de malades qui sont référés d'ici sur ISA International Hospital. Je pose la question, mais tel m'a répondu, bon, vous êtes tous dans Istanbul. C'est vrai que quand on va à Istanbul, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont installés. Mais ça m'étonne que vous ne connaissez pas. En fait, nous, aujourd'hui, ici, on représente le groupe hospitalier Acibadem. Vous ne parlez pas des autres. Oui, ok, non, c'est pas ça. Mais il y a plusieurs groupes hospitaliers qui sont en Turquie. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je ne puisse pas connaître le groupe ISAR, ça ne peut pas dire que peut-être qu'il n'existe pas. Ok, mais ils existent en fait, parce qu'il y a des grands groupes hospitaliers aujourd'hui. Par exemple, Acibadem, en Turquie, c'est le premier groupe hospitalier. Maintenant, il y a les autres également qui peuvent venir. Donc ça, c'est par rapport à ça. Je pas la discussion. Vous ferez la discussion après. Ça sera bien. Et donc, on va conclure avec M. Oudpatin d'Epsilon. Vous avez 5 minutes. Ok, très bien. Très bien, 5 minutes, je pense que ce sera suffisant, puisqu'on a déjà sauté le PowerPoint. Donc, je parlais de Takarda. Takarda qui est un système de dossier médical électronique, donc qui est basé sur une solution qui est aujourd'hui reconnue par l'OMS et que nous représentons aujourd'hui au Bénin. Bon, malheureusement, on ne pourra pas présenter toutes les fonctionnalités, mais celle qui nous intéresse le plus ici, c'est concernant la gestion des assurances. Donc, aussi bien
avant, pendant l'acte, les actes médicaux, qu'après les actes médicaux. Donc, c'est cette démo-là que je vais faire rapidement. Alors, peut-être on va commencer par enregistrer un patient très, très rapidement. Jean-Paul Tossou. Je vais mettre... je pense qu'on voit mon écran. Ça peut aller, c'est pas trop petit, là. OK. Groupe sanguin, bon, je vais mettre AB-, statut matrimonial, il est divorcé, même si je souhaite ça à personne là. 66, 66, 99, 118, email optionnel, les contacts d'urgence, bon, je vais sauter ça. Adresse, je vais reprendre juste ce qu'on a. L'eau 123 à Glas, tout simplement. Cotonou, au Bénin. Voilà, donc ici, on a la possibilité déjà de renseigner les différentes assurances du patient. Et ce qui est intéressant ici, c'est la prise en compte de la gestion des assureurs multiples. Parce que trop souvent, on pense ou on s'attend à ce que les patients, il n'y ait qu'une seule compagnie d'assurance, mais il se pourrait qu'il y en ait plus. Donc, on va... bon, je vais juste en créer une seule, sans l'âme peut-être, renseigner un numéro de police arbitraire, sans l'âme, je pense que c'est Jean Tossou. Alors le souscripteur, on va dire la Sobebra, juste un exemple. La date de début de couverture de l'assurance, bon, on suppose qu'il est couvert à partir du 1er de ce mois et sa couverture finit le 31 de ce mois. C'est l'assurance primaire du patient. Donc les détails du bénéficiaire, c'est-à-dire lorsque le patient vient et qu'il vous présente sa carte, qu'est-ce que vous avez sur la carte. Donc, bon, c'est encore Jean Tossou. Hein. Jean Tossou, il est le détenteur de la police d'assurance. Ici, on peut définir les différentes conditions du patient. Donc, on les a déjà. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces conditions-là sont déjà normalisées. Donc, tout ce qui est, par exemple, drépanocytose, varicelle, on n'aura pas de pseudo-conditions. Donc, c'est vraiment les termes techniques standards internationaux qui sont utilisés. Donc, je vais juste mettre n'importe quoi là. Je vais choisir les 3, drépanocytose, varicelle, trait massif falciforme. Bon, on ne va pas ajouter d'allergie, même si on a la possibilité d'en ajouter. J'espère que notre serveur de test est bien en ligne. Apparemment pas. Je vais revoir. Ok, très bien. Donc, on a créé notre patient. Là, on a, on va dire, la vue d'ensemble de son dossier. Ce qui va nous intéresser, c'est les facturations. Donc, lorsqu'on va vouloir créer, on va dire, la facture de Jean Tossou, on peut se rendre compte qu'il n'a pas de visite. Donc, on démarre d'abord une visite pour Jean Tossou parce que les visites permettent de retracer en fait tous les actes ou tous les services qui ont été rendus et qui sont liés à, on va dire, une période donnée pour le patient. Donc, on va juste créer une visite, nouvelle visite très très rapidement, priorité normale. On va dire que le motif de la visite, c'est qu'il avait la fièvre durant 3 jours. C'est juste un exemple. Consultation. On démarre la visite et maintenant on devrait pouvoir être en mesure de lui créer sa facture. Jean Tossou. Sa compagnie d'assurance était Sans l'âme, oui, c'est bien cela. Alors, les produits, je mets juste quelques exemples là. Consultation initiale ainsi que je vais mettre échographie abdominale, tout simplement. Très bien. Donc, on a créé la facture de notre patient Jean Tossou. On va la générer déjà.
Et une fois qu'elle est générée, bien sûr, on peut la visualiser, cette facture-là. Donc, j'espère qu'on voit quand même. Donc, on a les détails de la facture, elle est là. Et donc, une fois que tout cela est fait, parce que ce qui se passe, c'est que dans les établissements de santé, après une certaine période, en fonction de l'établissement, soit c'est chaque 2 semaines, soit c'est par mois. Donc, il faut faire un point au niveau des compagnies d'assurance. Et c'est là que Takarda MRS brille. Donc, on va supposer qu'on est déjà arrivé, on va dire, peut-être à la fin du mois, et que c'est le moment de faire les rapports aux compagnies d'assurance. Donc, on peut déjà voir ici que sans l'âme, on a déjà des éléments par rapport à sans l'âme, puisque c'était la compagnie d'assurance de notre patient. On a le numéro de la police, le patient, la facture. Il s'agissait d'une consultation initiale. J'espère qu'on voit vraiment. Il s'agissait d'une consultation initiale et d'une échographie abdominale. Très bien, donc on va générer le rapport. Et une fois que le rapport est généré, on va le retrouver ici. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir voir quand même. Donc là, avec Takarda MRS, vous avez la possibilité, donc sans trop de peine, de générer donc ces rapports que vous pouvez ensuite transmettre aux différentes compagnies d'assurance. Et une fois que ces rapports-là sont validés, voilà, on peut maintenant générer les factures à ces compagnies d'assurance-là. Donc, voilà. Et bien sûr, on a le rapport de la compagnie d'assurance elle-même. Donc, le souscripteur, c'était Sobebra, Jean Tossou, et les éléments sont là. Donc, le focus, comme je disais, c'était vraiment, pour cette démo en tout cas, montrer l'aspect gestion des assurances et génération des rapports. Takarda, bien sûr, ne se résume pas à cela. On a plusieurs autres fonctionnalités, telles que le laboratoire, la pharmacie, l'inventaire pour la gestion des stocks, que malheureusement je ne vais pas présenter, mais qui sont bel et bien présents. Et si vous avez éventuellement des questions, que ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, nous sommes là, vous pouvez vous rapprocher de nous. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On va passer à la synthèse. Merci, Monsieur Libert. Nous arrivons donc à la fin de ce panel qui nous a enseigné sur l'intelligence économique. Nous avons suivi 4 présentations. La première, avec Monsieur Libert, nous a rappelé l'importance de définir la vision et de se donner les moyens pour l'atteindre pas à pas. Nous avons également revu les 6 zones de perte invisibles et dire qu'il est important de les régler plutôt que de faire des investissements importants d'emblée. Nous avons revu également les différentes phases d'audit et comme leçon, nous retiendrons qu'il faut mieux piloter et pas juste beaucoup travailler. Ensuite, nous avons eu la présentation du groupe hospitalier Acibadem, dont le siège est en Turquie et qui gère déjà beaucoup de patients internationaux avec un bureau à Abidjan. Ils nous ont parlé en grande partie parlé de leur logiciel interne Cérébral Plus qui apporte une solution pour la gestion intégrée des différents hôpitaux. Rovcare nous a également présenté leur plateforme de gestion patient et gestion hospitalière. Ils sont essentiellement basés en RDC, mais sont prêts à se conformer aux normes du Bénin. Merci. Nous avons fini avec M. Rumpati, qui a le logiciel Takarda, multiples fonctionnalités, mais le plus qu'il compte apporter, c'est la gestion au niveau des assurances. Merci. Et je repasse la parole à monsieur.
Voilà, nous vous remercions tous les présentateurs ainsi que moi-même et on cède la parole pour la clôture de la journée. Merci. Merci, Monsieur Libert. Merci aux différents présentateurs de cette table ronde. Je vous prie de les applaudir pour les accompagner. La photo. Alors, pendant que la photo se fait, je renouvelle mes remerciements à tous. Nous sommes au terme de notre première journée. Merci pour tous ceux qui ont pu suivre la cadence. Donc, je disais, nous sommes au terme de notre journée. Je vais vous inviter à passer prendre la dernière pause santé et à visiter les stands. C'est important de visiter les stands de nos partenaires parce que sans eux, nous ne serions pas ici. Je vous remercie d'avance. Je vous dis également à demain. Demain, je nous en prie, soyons là demain à 8h30 pour commencer et pour éviter d'accumuler du retard. Comme vous avez remarqué, nous n'avons pas pu rattraper le retard. Le temps perdu ne se rattrape malheureusement pas. Merci, bonne soirée à tous et à demain.